Pardonnez-moi, Khaleesi, mais votre ancêtre, Aegon le Conquérant, n'a pas hérité des 6 royaumes de droit. Il les a conquis parce qu'il en avait le pouvoir. Et il avait des dragons. Avec une paire de dragons, tout devient plus facile. La série House of the Dragon a un problème inévitable. Elle sera toujours comparée à Game of Thrones, et à côté d'elle, elle paraît inévitablement plus lente, plus lourde et, honnêtement, moins captivante. Je n'ai pas fait la guerre, je n'ai pas remporté de victoire, mais je n'ai pas non plus subi de défaite. On n'en fera pas une belle chanson. Mais en réalité, la raison n'est pas tant dans la réalisation ou le scénario que dans la source elle-même. En effet, Feu et Sang de George Martin n'est pas un roman tout à fait ordinaire. Si la saga principale, Le Trône de Fer, sur laquelle est basé Game of Thrones, est un récit complet avec des scènes vivantes, des dialogues, une perspective intérieure des personnages et un développement détaillé de l'intrigue. Alors Feu et Sang est une chronique historique, rédigée par un archimestre des années après les événements décrits. On se souviendra de moi comme d'un roi bienveillant. Que dira-t-on de moi dans les livres d'histoire ? De plus, de nombreux épisodes y sont présentés dans plusieurs versions contradictoires. Beaucoup de choses racontées ici se sont déroulées à huis clos. La vérité complète ne sera probablement jamais connue. Les souvenirs divergent parfois et avec le temps, ils se sont remplis de nombreuses contradictions et ajouts. Et c'est là que réside la principale difficulté. Il est difficile d'adapter un tel livre à l'écran. Mais si l'on comprend et accepte cela, il me semble que c'est justement là que réside la clé pour vraiment prendre plaisir à regarder La Maison du Dragon. Les chroniques historiques, elles sont rarement passionnantes en elles-mêmes, indépendamment du tableau d'ensemble. Elles ne deviennent vraiment intéressantes que lorsque l'on comprend quelle place les événements décrits occupent dans la grande histoire, d'où tout commence, où cela mène et pourquoi c'est important. Si nous oublions les leçons de l'histoire, il nous arrivera la même chose. Tout roi doit le comprendre. C'est précisément pour cela que La Maison du Dragon est une série qui demande un peu de préparation si vous voulez en profiter au maximum. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. En effet, si l'on comprend comment La Maison du Dragon est liée à Game of Thrones et aux Chevaliers des 7 Royaumes, ainsi que l'importance qu'elle occupe dans l'histoire des Targaryens, la série elle-même se révélera sous un tout autre angle. Savez-vous qui a demandé de tailler et peindre cette table ? Aegon Targaryen. Il aurait pu devenir un grand roi, le plus grand depuis Aegon le Dragon. Pour le roi Aegon. Pour Aegon. Pourquoi la Maison du Dragon est-elle si essentielle pour toute la série Game of Thrones et, plus largement, pour le cycle du Trône de Fer ? Parce que c'est l'histoire de la maison Targaryen, et sans les Targaryens, on ne peut tout simplement pas comprendre toute cette saga jusqu'au bout. Toute la lutte pour le trône de fer, d'une manière ou d'une autre, se ramène à eux. Le trône lui-même est apparu parce qu'il a été créé par Aegon le Conquérant Targaryen. Qui a érigé le trône de fer? Aegon le Conquérant. Et qui a construit le donjon rouge? Maegor. Dès le début de Game of Thrones, on nous présente Daenerys Targaryen, l'héritière de la dynastie déchue vivant en exil. Et l'une des principales intrigues de toute l'histoire est sa reconquête du pouvoir, qui se termine par une catastrophe à Port-Réal. Daenerys, je veux qu'on rentre chez nous. Maisons les maisons sur la centaine. Comment allons-nous y retourner? Varys a élaboré ses plans pendant des années autour du retour de cette dynastie au pouvoir. Nous avons essayé de faire au mieux pour le pays en soutenant la restauration de la dynastie Targaryen. Au final, même Jon Snow se révèle lié aux Targaryens. Mon nom, mon vrai nom, est Aegon Targaryen. En fait, toute l'histoire de Game of Thrones repose sur les ruines de la grandeur passée de la maison Targaryen. Nous entendons sans cesse parler des grands ancêtres des Targaryens, des dragons, du roi fou et de la dynastie qui a régné pendant des siècles sur les 7 royaumes et semblait presque invincible. Aegon Targaryen a changé les règles. Chaque enfant connaît son nom même 300 ans après sa mort. Mais à l'écran, nous voyons tout autre chose. Une jeune fille effrayée en exil et son frère pitoyable qui la vend pratiquement à un barbare comme une marchandise. Je suis prêt à te donner à ces 40 000 cavaliers et à leurs étalons, s'il le faut. On se demande comment une maison ayant régné si longtemps sur Westeros a pu subir une telle humiliation.
Comment une grande dynastie s'est-elle transformée en 2 exilés impuissants? Et c'est justement pour répondre à cette question que House of the Dragon existe. Mais pour comprendre pourquoi l'histoire des Targaryens a abouti à une telle fin, il ne suffit pas de regarder uniquement les événements de House of the Dragon. Il faut retracer la chaîne des événements. Depuis l'émergence de leur pouvoir, la révolution, la scission de la dynastie, l'époque des chevaliers des 7 royaumes jusqu'à la chute de la maison et les événements de Game of Thrones. Je ne sais pas par où commencer. Depuis le tout début, l'histoire d'Aegon le Conquérant et de sa conquête de Westeros. Les Targaryens n'étaient même pas les premiers souverains de Westeros. À l'origine, c'était l'une des maisons valyriennes venues de l'Est, d'une civilisation qui s'est élevée principalement grâce aux dragons. L'origine des dragons dans l'univers de Martin reste inexpliquée. Seules des théories et légendes existent. On les associe souvent à l'ancienne Valyria, à la magie du feu et aux expériences valyriennes. Le plus intéressant, c'est que les Targaryens n'étaient pas du tout la maison la plus puissante de Valyria. Oui, ils avaient des dragons, mais d'autres familles tant nobles en avaient aussi. Leur position ne les distinguait pas des autres au point de leur garantir un grand avenir. Mais tout a changé à cause d'un événement qui a déterminé le destin de la maison pour des milliers d'années à venir. Daenerys la rêveuse, l'ancêtre des Targaryens, a eu un rêve prophétique concernant une catastrophe à venir qui devait détruire Valyria. Tout comme Daenerys avait prédit la fin de Valyria, Aegon a prédit la fin du monde des hommes. Son père a cru à cette vision et a décidé de quitter sa patrie avec sa famille pour s'installer à Peyrhodragon. Cette décision fut salvatrice. Des années plus tard, la prophétie s'est réalisée. Le fief franc de Valyrie a effectivement péri dans une terrible catastrophe qui a détruit la plus grande civilisation de son époque. Cet événement est entré dans l'histoire sous le nom de le fléau de Valyria. Et non, ce n'est pas du heavy metal valyrien, ni le nom d'un festival de musique hard quelque part près de Pentos. Les épées en acier valyriens ne sont plus produites depuis le fléau de Valyria. Si avant cette ruine, les Targaryens étaient une maison influente et noble, mais ordinaire et pas la plus puissante de Valyria, après celle-ci, ce sont eux qui se sont retrouvés en position de force, ou plutôt sur le dos d'un dragon. Ayant pris conscience de sa position supérieure, le seigneur de Peyrhodragon, Aegon Targaryen, commença à s'intéresser à Westeros et en conclut que Westeros était divisé, et que pour le conquérir, 3 dragons suffiraient. Des dragons. Aegon Targaryen a-t-il conquis Westeros? À dos de dragon sur Balerion la Terreur Noire. Aegon n'était pas le seul à monter un dragon. Rhaenys et Visenya aussi. C'est pourquoi, avec ses sœurs épouses Visenya et Rhaenys, et avec 3 dragons, Balerion, Vhagar et Meraxes, il a conquis la majeure partie de Westeros assez rapidement. Rhaenys montait Merax, Visenya montait Vhagar. C'est ainsi qu'il a reçu le surnom d'Aegon, le Conquérant. Ce qui est compréhensible, car les dragons étaient des armes d'un niveau presque divin. Harrenhal n'était pas invincible face aux attaques terrestres, mais contre une attaque aérienne et le feu des dragons, il n'a pas résisté. C'était une puissance militaire absolue, une source de peur, un symbole d'exception et la preuve principale que les Targaryens étaient un supérieur se tenant aux autres maisons. C'est Aegon qui a créé le trône de fer, unifié la majeure partie des 7 royaumes et fondé la dynastie qui a régné sur Westeros pendant près de 300 ans. En fait, toute la puissance des Targaryens commence avec les dragons, repose sur les dragons et s'effondre avec leur perte. Il n'est donc pas surprenant que la série s'appelle La Maison du Dragon, et non la Maison du Loup-Garou des Stark ou, disons, la Maison Close de Petyr Baelish. Après Aegon, les Targaryens ont consolidé leur pouvoir et l'ont transformé en quelque chose d'incontestable, d'établi et presque naturel. La raison était toujours la même. Ils avaient encore des dragons. Cela signifiait que toute rébellion était vouée à l'échec dès le départ. D'autres maisons pouvaient être riches, anciennes et influentes. Mais face à une dynastie qui possédait une arme de destruction massive volante, elle n'avait rien à opposer. À la génération suivante, les Targaryens eurent différents rois. Mais pour notre histoire, Jaehaerys, le premier Targaryen, est particulièrement important. C'est avec le nom de Jaehaerys Targaryen que commence la série La Maison du Dragon. Le roi Jaehaerys a régné plus de 60 ans dans la paix et la prospérité. Dès les toutes premières minutes de la Maison du Dragon, on nous explique que Jaehaerys Targaryen est l'un des plus grands souverains de cette dynastie. Sous son règne, le pouvoir des Targaryens semblait particulièrement solide, et le royaume relativement stable. À cette époque, la maison Targaryen était plus puissante que jamais.
Aucune force au monde ne pouvait leur résister. Sous-titre réalisé par Dima Torzok. Si Aegon le Conquérant a fondé le royaume par la force, Jaehaerys, quant à lui, a fait en sorte qu'il fonctionne comme un système, ce qui lui a valu le surnom de Jaehaerys le Conciliateur. C'est précisément l'époque de son règne que l'on peut considérer comme l'apogée de la grandeur des Targaryens. Dès le début de la série, on nous donne l'idée principale. Et la seule chose qui peut détruire la maison du dragon, c'est la maison elle-même. Il est presque impossible de détruire une maison aussi solide de l'extérieur. Mais il peut très bien se détruire lui-même. Et la raison en est, bien sûr, l'éternelle question de la succession. Et Jaehaerys Targaryen, sans même s'en rendre compte, a commis à mon avis une erreur fatale qui en fait a déclenché la chaîne d'événements qui a finalement conduit à la chute de leur maison. Quelle était donc cette erreur ? Les fils de Jaehaerys mourrent les uns après les autres, et finalement il y a eu une dispute pour l'héritage. La succession se jouait déjà entre ses petits-enfants. Et les candidats les plus évidents étaient au nombre de 2. La fille de son fils aîné Aemon, Rhaenys, et le fils de son fils cadet Baelon, Viserys. Et l'essentiel était ceci. Aemon était le fils aîné de Jaehaerys, Baelon le cadet. Donc selon la logique de la succession, les droits passent d'abord par le fils aîné, et seulement si sa lignée s'éteint complètement, ils reviennent alors au cadet. C'est pourquoi Rhaenys semblait être la première candidate, parce qu'elle représentait la lignée aînée de la maison. Mais le problème, c'est qu'elle était une femme. Et le Conseil a en fait fait le choix, non pas en faveur de la branche aînée, mais en faveur d'un homme de la branche cadette, en faveur de Viserys. Et tous les grands seigneurs ont proclamé que le prince Viserys Targaryen régnerait sur le trône des dragons. Et il est important de comprendre ici... Cette décision en elle-même n'a pas encore détruit la dynastie. Personne ne s'est rebellé et le royaume ne s'est pas divisé en 2. Au contraire, en apparence tout semblait calme, le différend a été résolu pacifiquement. Mais cette décision s'est avérée dangereuse sur le long terme, créant un précédent qui en révélait toutes les failles. Qu'en cas de conflit sur la succession au trône, le choix peut ne pas se faire en faveur de la lignée aînée, mais en faveur d'un homme. C'est pourquoi plus tard, lorsque Viserys nommera Rhaenyra comme son héritière, beaucoup se poseront des questions. Mais pourquoi diable, alors que le roi a lui-même un fils, Aegon ? En fait, il essaiera d'aller à l'encontre de la logique que la dynastie elle-même avait déjà établie. Formellement, Rhaenyra avait toutes les raisons de détenir le pouvoir. Elle avait été officiellement déclarée héritière, et son droit avait été confirmé par le roi en personne. Mais le précédent établi sous Jaehaerys jouait déjà contre elle. Si autrefois Rhaenys pouvait être écartée au profit de Viserys, pourquoi maintenant Rhaenyra ne pourrait-elle pas être écartée au profit d'Aegon ? C'était là l'un des principaux fondements logiques de la future guerre. C'est ainsi que débuta la guerre civile, connue dans l'histoire sous le nom de la danse des dragons. En fait, les Targaryens se sont divisés en 2 camps. D'un côté, il y avait les Noirs, partisans de Rhaenyra Targaryen, et de l'autre les Verts, partisans d'Aegon, le 2e Targaryen. C'est précisément de cette guerre, où une branche de la maison s'est dressée contre une autre, que parle principalement la série La Maison du Dragon. La principale tragédie de la danse des dragons résidait dans le fait que les Targaryens ont, pour la première fois, tourné leur principale force contre eux-mêmes. Les dragons, qui autrefois les rendaient invincibles, sont devenus un instrument d'autodestruction interne. Et les conséquences se sont avérées catastrophiques. S'il y avait une vingtaine de dragons chez les Targaryens avant le début de la danse des dragons, à la fin de cette guerre, il n'en restait que quelques-uns en vie. Et même eux n'étaient plus capables de rendre à la maison sa grandeur d'antan. Après la danse des dragons, la maison Targaryen n'a pas disparu et a gardé le trône de fer, continuant à régner sur Westeros. Mais ce n'était plus la même dynastie, elle était affaiblie, ayant perdu la majeure partie de sa puissance et surtout l'avantage principal qui les avait autrefois rendus invincibles. C'est précisément cette maison Targaryen transformée que nous verrons plus tard dans l'histoire du Chevalier des 7 Royaumes. Après les événements de la Maison du Dragon, plusieurs générations passent et arrive l'époque des Chevaliers des 7 Royaumes qui montrent Westeros après la danse des dragons. Les Targaryens ne sont clairement plus les mêmes. Le premier Targaryen que nous voyons dans le Chevalier des 7 Royaumes n'est ni un grand guerrier, ni un cavalier de dragon, ni un héritier charismatique de l'Empire, mais un ivrogne, Daeron Targaryen, Mélode,
Targaryen. Rien qu'avec cela, la série semble tout de suite retirer aux Targaryen leur aura d'antan. Ce n'est plus une maison de demi-dieux, mais une dynastie où il ne reste parfois que des gens fatigués, brisés et pas vraiment dignes. Il y a aussi Baelor Targaryen surnommé Baelor Brise-Lancès. Lui, justement, donne toujours l'impression d'être quelqu'un qui se souvient de la grandeur de sa maison et s'efforce d'en être digne. Son frère Maekar Targaryen est déjà d'un tout autre genre, un homme brisé, dur et sévère. Les sous-titres, Aegon a le sang du dragon et il ne peut pas dormir dans les fossés ni manger de la viande salée. Mais sans doute le plus révélateur d'entre eux est Aerion Targaryen, parce que c'est précisément à travers son exemple qu'on remarque à quel point les Targaryens se sont parfois dégradés après la danse des dragons. Un prince se dispute avec une marionnettiste juste parce qu'elle a dit quelque chose qui lui a déplu. L'héritier de la grande dynastie se comporte comme un aristocrate mesquin, cruel et gâté, vexé par une remarque insignifiante. Ensuite, il se passe quelque chose d'encore plus révélateur. Duncan lui botte les fesses. En fait, c'est juste un gars sans nom ni lignée. Je rassemble les accusations. L'un des princes d'une grande maison se révèle ne pas être supérieur à un simple roturier, et parfois même inférieur à lui en dignité humaine. Voilà ce que sont en grande partie les Targaryens après la danse des dragons. C'est pourquoi Luff est si important, car il est le futur roi. Parce qu'en fait, Egg doit réapprendre ce que signifie être un souverain à travers l'expérience et son interaction avec Duncan. Et c'est important, car le futur roi de la maison Targaryen apprend à gouverner non pas auprès des héritiers de la maison du dragon, mais auprès d'un homme simple, honnête et véritablement digne. De plus, le lien avec Game of Thrones est ici très direct. Il ne reste littéralement que quelques générations entre eux. Egg, c'est-à-dire Aegon Fit Targaryen, aura un fils, Jaehaerys II, et Jaehaerys II aura un fils, Aerys II, le fameux roi fou. Autrement dit, Egg est le grand-père de ce fameux roi fou. Ainsi, le roi fou aura pour enfants Rhaegar, Viserys et Daenerys. Donc Daenerys est l'arrière-petite-fille d'Egg. Le lien avec Jon Snow est aussi tout à fait concret. Jon est le fils de Rhaegar Targaryen. Ainsi, Jon Snow est aussi un descendant d'Egg. Donc, quand nous regardons Egg, nous voyons à la fois l'ancêtre de Daenerys et de Jon Snow. Alors, comment la chute définitive de la maison Targaryen s'est-elle produite ? Bien sûr, cela est avant tout lié au nom d'Aerys II, qui sera plus tard appelé le Roi Fou. Sous-titre, ils ont été tués sur ordre du roi Aerys le Fou, connu sous le nom de Roi Fou. Mais il n'était pas fou dès le début, bien au contraire. Au départ, il donnait l'impression d'être un souverain plutôt prometteur. Mais des problèmes s'accumulaient déjà en lui. La consanguinité au sein de la famille, un sentiment maladif de sa propre exceptionnalité et le souvenir d'une gloire passée depuis longtemps perdue. Tout cela vivait en lui jusqu'à un certain moment, jusqu'à ce qu'un événement survienne, devenant le déclencheur. Il s'agit de la révolte de Sombreval. Le seigneur Darklyn s'est disputé avec la couronne à cause des impôts, et Aerys II est venu en personne régler la situation, ce qui était une décision extrêmement imprudente. Au final, le roi a été capturé et s'est retrouvé prisonnier, où il était resté assez longtemps jusqu'à ce que Barristan Selmy le libère. Tiens, petit! Je donne plus, ajoute-le aux autres. C'est après cette captivité qu'Aerys est devenu méfiant, cruel et instable. En d'autres termes, c'est à ce moment-là que sa psyché s'est brisée. Après Sombreval, il ne lui manquait plus qu'une étincelle pour sombrer complètement dans la folie. Et cette étincelle fut l'histoire de son fils Rhaegar et de Lyanna Stark. Comme on le sait, c'est Rhaegar Targaryen qui a remporté le tournoi d'Arenal. Quand Rhaegar a gagné, tout le monde a acclamé le prince. Après sa victoire, il devait nommer la reine de l'amour et de la beauté, et tous pensaient qu'il choisirait sa femme, Elia Martell. Mais au lieu de cela, Rhaegar a posé la couronne sur les genoux de Lyanna Stark. En passant devant sa femme, il a déposé la couronne des roses d'hiver sur les genoux de Lyanna. Amen. Bien que Lyanna ait déjà été promise à Robert Baratheon, pour Robert, c'était une insulte personnelle. Mais on me l'a enlevé, et les 7 royaumes n'ont pas pu combler ce vide.
Et avec le temps, il en est venu à haïr tous les Targaryens et a commencé à exterminer chacun d'eux qu'il pouvait atteindre. Je tuerai chaque Targaryen que je pourrai atteindre. Ce moment a marqué le début de la chaîne d'événements qui a ensuite conduit à la rébellion de Robert Baratheon et à la chute des Targaryens. Ainsi, un drame familial au sein de la haute noblesse s'est progressivement transformé en catastrophe politique pour toute la dynastie. Maintenant que nous avons retracé toute l'histoire des Targaryens, d'Aegon le Conquérant à Daenerys et Jon Snow, House of the Dragon commence à être perçue tout à fait différemment. Elle ne semble plus être simplement un préquel lent sur une autre lutte pour le trône de fer. La danse des dragons s'avère être l'un des événements les plus importants de l'histoire de cette maison. C'est précisément à partir de ce moment que commence la chute progressive de la maison Targaryen. C'est l'un des événements clés dont les conséquences influencent toute l'histoire de Game of Thrones. Dans Le Chevalier des Sept Royaumes, on observe déjà l'étape suivante. Une maison qui garde le trône et une stabilité de façade, mais a perdu sa grandeur d'antan. Et avant les événements de Game of Thrones, la rébellion de Robert Baratheon met déjà un point final à la chute définitive de la dynastie. À suivre,